Alors, je prends juste une minute pour aller chercher mon support. Vous pouvez me confirmer que le support est bien partagé? C'est bon de votre côté? C'est super. C'est super, Vincent. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce premier webinaire donc, de la Fondation Après tout, hein. Voilà, une fondation avec laquelle j'ai eu l'habitude de travailler, hein, puisque c'est cette fondation qui m'a accompagnée notamment et m'a soutenue pour mon travail de doctorat, où effectivement j'ai approfondi les questions d'incertitude en lien avec la fin de la vie. Donc, ce sont des choses dont j'aurai l'occasion de vous reparler un petit peu, hein, lors de cette conférence. Mais en tout cas, c'est un thème qui m'importe beaucoup et qui m'importe beaucoup d'autant plus que la situation actuelle le met beaucoup en exergue et du coup, ça nous donne à réfléchir. Donc voilà, merci encore. Et puis, j'aimerais donc ce soir vous parler donc de cette question du temps. Cette question du temps qui justement est mise en perspective d'une façon fort intéressante, hein, dans le cadre de cette crise sanitaire. Et voilà, donc ça va être un propos essentiellement philosophique. Vous vous en doutez, vous vous êtes inscrit, donc je pense que ça vous plaît plutôt. Mais une philosophie à visée finalement pratique, ou en tout cas éclairante pour les choses que nous vivons, et notamment avec l'axe soin, hein, qui est un axe intéressant et qui importe beaucoup à la Fondation Après tout. Donc voilà. Alors, je commence dès à présent pour avoir le temps de vous raconter ce soir. Donc tout d'abord, et je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler, hein, nous sommes actuellement donc dans un contexte particulier, puisqu'il s'agit d'un contexte de crise sanitaire, finalement qu'on connaît déjà depuis plusieurs mois, un contexte de crise, de pandémie, d'une pandémie qui est parfois un peu hors de contrôle, en tout cas d'un temps qui est plus long peut-être que ce qu'on aurait pensé initialement, et donc qui n'a de cesse que de nous interroger sur plusieurs aspects. Dans plusieurs dimensions, et c'est vrai que la dimension éthique ressort beaucoup, hein, de cette crise et des situations qui sont concernées. Et c'est vrai que finalement, depuis plusieurs mois également, eh bien, nous sommes engagés dans une dynamique de lutte contre la pandémie. Et comme le rappelle notamment le Comité consultatif national d'éthique, hein, qui d'emblée, en mars 2020, a proposé une réflexion sur le sujet, nous sommes toutes et tous engagés dans notre responsabilité et en solidarité pour justement lutter contre la crise sanitaire. Donc c'est intéressant de voir que voilà, la notion de responsabilité, la notion de solidarité sont des notions qui ressortent beaucoup, et on pourra justement les réévoquer à la conclusion de ce propos, puisqu'on les entend beaucoup, on les évoque beaucoup, et elles semblent être centrales dans la possibilité justement de sortir de la crise, ou en tout cas d'aller vers un mieux-être et une gestion plus satisfaisante. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour lutter contre la crise, et là le CCNE le rappelle aussi, nous sommes dans une démarche collective. Une démarche collective parce qu'on le sait bien, on l'entend bien, c'est toute la société qui est concernée dans son ensemble, dans son collectif, si bien finalement qu'il y a voilà, des choix collectifs qui sont pris à un niveau politique, à un niveau économique, à un niveau humain, pour justement poursuivre cette volonté, cet horizon de lutte contre l'épidémie. Et ce, dans un intérêt général partagé, en tout cas qu'on estime être partagé. Et donc, on a vraiment une démarche collective. Alors, une démarche collective qui n'est pas sans conséquences sur les vies individuelles. Sur les vies individuelles, précisément parce que finalement, notre vie n'est plus la même. Les règles du jeu ont changé. Les habitudes de vie ont changé pour des raisons qui ne dépendent pas exclusivement de nous. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, précisément parce que la vie n'est plus comme avant. La vie n'est plus comme avant. Et dire que la vie n'est plus comme avant, c'est dire peut-être deux choses. C'est dire que finalement, ce que nous sommes en train de vivre, le contexte dans lequel nous sommes inscrits, est un contexte éminemment incertain. Pierre vous l'a rappelé en introduction de cette conférence. Un contexte incertain, en tout cas un contexte qui nous échappe. Et une non-maîtrise qui peut nous déstabiliser. Tant finalement nous sommes habitués, en tout cas nous aimerions pouvoir maîtriser les choses, pouvoir maîtriser notre vie, pouvoir avoir un contrôle sur finalement ce qui nous entoure, ce qu'on veut faire, qui on veut être. Et le fait est que ce contexte-là, qui résonne avec une grande incertitude, eh bien, nous questionne sur le fait que la vie n'est plus comme avant. Et dire que les choses et la vie n'est plus comme avant, finalement, met l'accent sur
Eh bien, la notion de temps. La notion de temps qui est donc centrale dans cette conférence de ce soir, parce que parler de cette notion d'avant, c'est parler de temps. C'est parler d'une temporalité qui était, pas qui était celle d'avant, qui n'est plus la présente, qui n'est pas la future, qui est bien le passé. Avec l'idée que peut-être nous ne vivrons plus de façon similaire à cette temporalité d'avant. Donc, j'aimerais le questionner avec vous et puis de voir un petit peu ce qui peut être engagé dans tout ça. Alors, avant de questionner un petit peu des éléments de ce que nous vivons dans cette crise sanitaire, c'est vrai que alors moi j'étais très heureuse, qu'on me propose de réfléchir à cette question du temps, précisément parce que la question du temps est une thématique proprement philosophique peut-être pas, mais essentiellement philosophique. C'est un thème qui traverse la pensée des philosophes, et donc c'est un sujet très riche, précisément parce qu'on n'a de cesse que de questionner, finalement la nature du temps, la définition du temps, le rôle du temps dans nos vies. C'est quelque chose qui est source de beaucoup de questionnements. Et c'est chose aussi qui est profondément source de paradoxes. Et d'ailleurs, parmi les philosophes qui réfléchissent un peu à cette question du temps, il y en a un, alors que je cite, que j'aime bien, sur lequel j'ai travaillé en thèse d'ailleurs, c'est Vladimir Jankélévitch, qui est un philosophe où le temps traverse vraiment toute son œuvre. Et il parle du temps comme d'une évidence inévidente. Alors évidence, parce que finalement, on ne peut pas vivre hors du temps. C'est notre mode de présence au monde, si vous voulez, on ne peut pas s'extraire du temps. Même si on veut, on ne le peut pas. Inévidente parce que même si on ne peut pas vivre hors du temps, le temps nous échappe quand même, nous échappe. Le temps est irréversible et le temps nous amène vers la fin de notre vie, vers la mort. Et donc, il y a quelque chose d'inévident, en tout cas de mystérieux dans cette question du temps. Et plus encore, et là c'est saint Augustin qui permet de nous le rappeler, il n'est pas si simple que ça de définir ce qu'est le temps. Et il a une belle phrase par rapport à ça. Qu'est-ce que donc que le temps? Je le cite. Si personne ne me le demande, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Effectivement, il y a quelque chose qui nous échappe dans notre volonté de définir un petit peu ce qu'est le temps. Il n'en demeure pas moins que nous sommes dans un rapport au monde qui est médiatisé par cette notion de temps, et c'est ça qu'on va interroger justement pour la période qui nous concerne maintenant. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cet éclaircissement philosophique du temps et questionner la crise sanitaire qui finalement est celle qu'on vit tout un chacun aujourd'hui, Jankélévitch, que vous pouvez voir sur le support en haut à gauche, c'est son portrait, enfin c'est son visage, que j'aime bien mettre souvent, notamment quand il sourit, rappelle justement que le temps est à la fois ma puissance et mon impuissance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il dit ça, et c'est finalement des éléments assez évidents à comprendre, je trouve. Enfin, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Le temps est ma puissance parce que finalement, le temps, c'est le seul dans lequel je peux agir. Je peux exercer ma liberté. Je peux faire des choses. C'est finalement dans le temps que tout devient possible à l'homme qui veut, nous dit Jankélévitch, et notamment dans l'avenir. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cet avenir, la liberté se joue. Je peux occuper le temps comme je le veux. Mais néanmoins, il est aussi mon impuissance, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps passe, le temps est irréversible et il m'emporte, que je le veuille ou non, vers une temporalité finissante qu'est la mort. Donc finalement, c'est assez intéressant de le voir comme ça et de le mettre peut-être en lien avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, et notamment quelque chose que l'on voit et que l'on entend souvent depuis le début de la crise sanitaire, avec la traversée des différentes vagues que nous avons pu vivre et que probablement nous vivrons encore dans le futur. Il y a un questionnement permanent, peut-être une attente permanente, qui est la suivante: à partir de quand pourrons-nous espérer revenir à la vie d'avant, au monde d'avant, aux habitudes qui étaient les nôtres avant, à la liberté de jouir de ces habitudes de vie telles que ça pouvait être avant. Il y a vraiment ce questionnement-là de dire, voilà, quand est-ce que ça va être? Et parallèlement, il y a aussi un questionnement sur le monde d'après. Le monde d'après, c'est-à-dire, est-ce que finalement, le monde d'après la crise sera ce que j'ai connu avant? Ou est-ce que le monde d'après, sera totalement différent parce que justement, il y a eu une expérience de quelque chose, parce que le temps est passé? Alors, si je devais donner réponse à cette question d'un point de vue philosophique, je vous dirais d'emblée que ça ne sera pas le même temps. Parce que le temps passe et ne revient jamais en arrière. Le temps est irréversible. Donc forcément, ça sera un autre temps. Par contre, on peut quand même tout à fait dire qu'on espère
que retrouver nos repères d'avant parce qu'on espère retrouver certaines de nos libertés, certaines de nos habitudes de vie. Donc ça ne sera pas la même chose parce que le temps sera différent, mais par contre, on essaye, et on veut et on a espoir de retrouver certains repères. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant parce que dans les articles de presse, dans les témoignages, dans les émissions, dans finalement les expériences que l'on a, on a de cesse que d'invoquer, cet avant et cet après la crise. Et donc c'est essentiellement une réflexion qui est inscrite dans une réflexion sur le temps. Alors, pourquoi finalement cette crise, sanitaire, notamment, peut nous interpeller, nous déstabiliser, nous rendre impatients, voilà, nous perturber? Eh bien, peut-être parce que ce qui se joue, c'est une question de perte. Peut-être de temps, peut-être d'autres choses. Alors quand on parle de perte, il peut y avoir différents niveaux de réflexion, hein. Quand, par exemple, on est perdu et on est bien dans le vocabulaire de la perte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas dans quelle direction se diriger justement, on ne sait pas, on est perdu, on manque de repères. Mais il y a aussi la notion de perte où finalement on a l'impression bien de perdre, quelque chose, un manque à gagner, enfin quelque chose qu'on aurait dû avoir mais qu'on ne peut pas avoir ou quelque chose qu'on a eu mais qu'on n'a plus. Et finalement, c'est Claire Marin, du coup, qui s'interrogeait, très récemment dans un numéro de Philosophie Magazine. Elle s'interrogeait sur ce que nous étions prêts à perdre dans le cadre de cette crise sanitaire, avec une réflexion sur l'essentiel, l'inessentiel, qui a été quelque chose de beaucoup évoqué avec, les autorisations de certaines activités et l'interdiction d'autres activités. Et du coup, voilà, elle nous dit: «Nous sommes confrontés à un apprentissage de la perte et du renoncement». Et donc moi, je me suis un peu questionnée sur ça et finalement, qu'est-ce qu'on a peur de perdre avec, ces règles sanitaires très strictes? Et bah, peut-être qu'on a peur de manquer l'occasion, des occasions qui auraient pu être les nôtres si la vie était encore un petit peu normale. Alors l'occasion de quoi? Eh bien l'occasion par exemple, de choisir une nouvelle voie professionnelle, l'occasion, d'aller voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, l'occasion, eh bien, de changer de vie personnellement, de quitter son conjoint par exemple, ou de se marier, ou de faire un enfant, ou voilà, une occasion. Une occasion. Et ça, philosophiquement, ça fait écho à une notion qui est très belle en philosophie et qui nous vient de la philosophie grecque, qui est la notion de kairos, que j'ai mis sur le support et qui traduit très exactement la notion de moment opportun. Parfois, dans nos vies, nous estimons qu'il y a des moments opportuns pour faire les choses, que le contexte y est, que les conditions sont réunies pour faire les choses. Et finalement, pour des raisons qui ne dépendent pas de nous, on ne peut pas finalement saisir les occasions qui auraient dû être les nôtres à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui a du mal à être accepté parce que finalement, ça ne dépend pas de nous. Alors tout ne dépend pas de nous, hein, dans la vie, hein, tout ne dépend pas de la bonne volonté et des choix que l'on peut faire. Mais là, il y a une dimension supplémentaire qui est cette pandémie, qui est cette crise sanitaire et qui finalement nous fait manquer potentiellement des kairos. Alors par rapport à ça, j'ai lu, justement un article du Monde, hein, qui m'a gentiment été donné par Marie-Antoinette Piens de la Fondation Après tout, que vous pouvez retrouver, c'était le 11 janvier, qui justement parle un petit peu de ce rapport au temps et ce rapport aux occasions qui sont manquées ou en tout cas qui n'ont pas été saisies au bon moment peut-être. Et le titre de l'article, c'est le suivant, hein: «Dur, dur le provisoire». Alors bien évidemment, il y a un jeu de mots, hein. Ça évoquait en fait ces situations de vie où justement des personnes, avaient choisi, de changer de vie, choisi de faire quelque chose de fort parce qu'ils pensaient que c'était le moment opportun et finalement, la crise sanitaire a mis tout par terre, pour parler un peu de façon familière. Par exemple, quitter son emploi à ce moment-là et espérer, dans le mois qui suit, en trouver un autre. Et bah, la crise sanitaire en a décidé autrement. S'installer très provisoirement chez un ami parce que voilà, on veut quitter un appartement, on veut acheter quelque chose d'autre. Pareillement, ce qui devait être provisoire dure dans le temps. Et finalement, cette crise sanitaire nous donne à avoir du provisoire qui dure, parfois trop longtemps, pour des raisons qu'on n'a pas voulu. Parce que justement, l'occasion était la bonne, mais la vie n'est pas toujours orchestrée comme on le souhaiterait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant. Et finalement, il y a une notion que je voulais quand même vous évoquer parce que, elle apparaît beaucoup dans la philosophie de Jean Kelevitch, hein, qui est la notion de nostalgie, qui est une notion proprement, inhérente à la philosophie du temps. La nostalgie finalement, alors j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on est nostalgique, de notre passé? En tout cas, du monde d'avant la crise. Et philosophiquement, la nostalgie, en fait, ça vient nous dire, différentes choses, hein. Ça vient nous dire finalement qu'on a conscience que le temps passe, qu'on a conscience que le temps est irréversible et qu'on a conscience que peut-être on a manqué des occasions, manqué d'occasions d'exercer nos libertés.
Et d'ailleurs, hein, c'est souvent ça, hein, on prend conscience de choses que l'on a au moment où on ne les a plus. Et ça vaut pour la liberté. On prend conscience qu'on est libre au moment où finalement celle-ci est un peu limitée. Enfin, on prend conscience. En tout cas, on y pense un petit peu plus. Alors, je vous pose la question, est-ce que nous sommes nostalgiques du temps passé? Est-ce que nous saisirons de ce temps une fois retrouvé d'une façon différente? C'est une question, je ne peux pas répondre à votre place, mais en tout cas, cette nostalgie, elle est assez intéressante à questionner. Alors, pour continuer et puis pour surtout nous laisser un petit peu de temps pour discuter par la suite des choses, finalement, j'ai essayé de penser un petit peu le temps passé, le monde d'avant. Vous l'avez vu un petit peu en vous évoquant la nostalgie, en vous évoquant finalement ce qu'on a manqué dans notre passé ou ce qu'on a fait trop vite ou voilà. J'aimerais évoquer un petit peu plus le temps présent. Le temps présent, et vous voyez le titre que j'ai mis finalement est un peu un questionnement avec, une expression, en tout cas une locution, hein, qu'on connaît bien, un carpe diem, qui veut dire, jouis de l'instant présent autant que tu le peux d'une certaine manière, mais je mets un point d'interrogation. Alors, je vous explique un petit peu, la réflexion que j'ai par rapport à ça, que je trouve assez, intéressante parce que finalement, ça nous met en perspective cette crise sanitaire d'une façon très, très diversifiée. Est-ce que nous sommes égaux face au temps? Toutes et tous. Tous autant que nous sommes, est-ce que nous sommes égaux face au temps? Alors pour répondre à cette question, j'aimerais quand même mentionner une distinction, en philosophie, alors qui est avancée par Bergson, mais qui est repris par vraiment beaucoup de philosophes, hein, entre le temps objectif et le temps vécu. Le temps objectif, eh bien, c'est le même pour tout le monde. C'est le même pour vous et moi. Ici et maintenant, c'est le même. Même seconde, même minute, mêmes heures, mêmes années, même saison. Quoi qu'on fasse, on expérimente le même temps. Quantitativement, c'est la même chose. Et ça, rien ne peut y changer, rien ne peut faire. Rien ne peut impliquer une différence de vous et moi, entre tout le monde, sur ce temps objectif. Par contre, le temps vécu, c'est différent. C'est la façon dont on investit le temps, la façon dont on habite le temps. Et là, précisément, eh bien, il peut y avoir des différences, par exemple, maintenant, entre vous et moi. Moi, ça passe plutôt vite. Je sais que j'ai 20 minutes, donc du coup, c'est bien rempli. Le temps est bien rempli. Vous, c'est peut-être un peu plus long, ou ça passe vite parce que vous êtes intéressé. On n'investit pas le temps de la même façon. Et ça, on en fait l'expérience dans la vie de tous les jours. Quand on est aux vacances, ça passe trop vite. Quand on doit retourner au boulot après les vacances, ça passe doucement. Ou peut-être vice-versa. Je ne sais pas. Mais en tout cas, finalement, cette crise sanitaire nous met bien en avant qu'il y a une variabilité des situations en fonction de l'âge, en fonction du métier, en fonction de la catégorie sociale, en fonction de notre activité professionnelle, etc., etc. Et donc, nous ne sommes pas égaux dans la façon de vivre le temps. Parce que, comme vous le disiez, Pierre, tout à l'heure, pour certains, il est très long ce temps, il est trop long. Pour d'autres, il est court, parce qu'il est vécu pleinement. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit lors de la première vague où vraiment le confinement était total, que c'était un bol d'air frais en fait. C'était un stop dans leur vie qui était vraiment, vraiment bénéfique. Alors que pour d'autres, ça a été l'enfer, un isolement trop long, une distanciation sociale presque létale quasiment. Et donc, il y a une variabilité des vécus et j'ai envie quand même de faire un point alors d'actualité qui n'est pas que l'actualité de maintenant, mais dont on parle plus dans les médias en ce moment. Il y a des situations où finalement, on arrive à l'extrême d'un temps qui est trop long, qui est tellement long qu'il devient de trop. Et malheureusement, on l'a bien vu, hein, ces derniers temps dans les médias, les situations dramatiques, hein, de tentatives de suicide de certains étudiants parce que justement l'isolement que connaissent certains étudiants est compliqué et notamment dans ce rapport au temps qui est un temps derrière un ordinateur, un temps isolé, un temps trop long. Et c'est pour ça qu'un des enjeux de la gestion de la crise, hein, de la crise sanitaire, c'est la santé mentale, hein, de toute évidence, hein. Il faut questionner les conséquences de ce rapport au temps qui est induit par la crise sanitaire. Et là, c'est très intéressant de voir que ça pose énormément de questions dans beaucoup de populations. Alors, je fais un petit focus sur les étudiants, mais bien évidemment, il y a d'autres situations. Alors, finalement, je vous ai parlé un petit peu du passé, un peu du présent. Donc, j'ai envie de vous parler du futur et peut-être de revenir sur cette question de l'incertitude. Précisément parce que s'il y a bien une modalité du temps qui met en exergue la question de l'incertitude, c'est notre lendemain, le futur, notre avenir, ce qui va venir. Précisément parce que, et là on pourrait reprendre l'adage socratique, très connu en philosophie, et pas que, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et ça, finalement, l'expérience nous l'a montré, tant au niveau scientifique du virus, qui nous étonne chaque jour, qui mute et qui nous étonne et qu'on ne maîtrise pas, que sur finalement la façon dont ça se gère en société, que par rapport à la façon dont on peut être soigné, etc., etc. Et
voilà, globalement, on sait des choses, bien évidemment, mais il y a quand même cette incertitude un peu générale. Alors je vous le rappelle, l'incertitude, hein, c'est quelque chose qui peut être lié à de l'indétermination, à de l'inconnu, à de l'instabilité, à de l'inconstance. On pourrait avoir beaucoup de synonymes par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, l'incertitude, eh bien, elle peut être liée à une notion qui est la notion de complexité. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder, ce que dit Edgar Morin, le sociologue, par rapport à ça. Nous sommes dans un monde complexe, qui ne veut pas dire un monde compliqué. Un monde complexe, c'est un monde où il y a différentes dimensions qui sont liées entre elles. Et avoir conscience de ça, c'est peut-être, avoir une chance de peut-être mieux tolérer l'incertitude. Et dire cela, c'est aussi rappeler à tout un chacun, mais on le sait finalement, je pense, que l'incertitude n'est pas une nouveauté de la crise sanitaire. En aucun cas, l'incertitude n'est nouvelle. C'est pas parce qu'on en parle plus qu'elle existe que maintenant. L'incertitude, c'est quelque chose de consubstantiel à la vie. Par définition, la vie est incertaine. Par définition, il n'y a jamais de certitude qu'il y aura un lendemain. On se conduit comme si c'était sûr qu'il y aura un lendemain, mais finalement, on ne le sait pas. Alors pour projeter, pour faire, voilà, des projets, pour, vivre, on a besoin de s'accrocher à ça, mais il y a pas de certitude. Il y a pas de certitude. Alors, là, effectivement, on est un peu plus déstabilisé, mais du coup, cette réflexion sur le temps de demain est vraiment une occasion très intéressante pour rappeler que, l'incertitude est une condition de nos vies, de nos mondes et aussi, finalement de notre rapport aux soins, hein, puisqu'il est question d'une maladie, hein, qui est la covid. Donc, du coup, parfois on a tendance à penser que la médecine est une science exacte, certaine, mais elle est probablement aussi et surtout un art, qui, finalement est un art de l'incertitude, j'ai envie de dire. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif et vous le verrez dans ma conclusion, j'aimerais ouvrir justement sur cette tolérance à l'incertitude qui est peut-être, une richesse plus qu'un poids finalement. Alors j'avance et Pierre, je vous fais confiance pour m'arrêter si jamais je suis trop longue. Une avant-dernière remarque avant de conclure, mon propos sur ce rapport au temps, dans la crise sanitaire, j'aimerais simplement faire une remarque, un peu plus précise ou thématique ou finalement, voilà, un exemple dans tout ce qu'on pourrait évoquer par rapport à cette crise sanitaire. J'aimerais évoquer le temps particulier de nos aînés. Des personnes dites, que l'on dit âgées, alors je ne sais pas ce que c'est, hein, quand on dit ça, mais en tout cas voilà, cette, catégorie de personnes. Précisément parce que je ne vous le cache pas, mais on le sait bien depuis plusieurs mois maintenant, des questions, notamment éthiques, ont été très, très nombreuses par rapport à la façon dont on pouvait accompagner nos aînés dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors avant d'en venir à cela, j'aimerais une fois encore vous partager, je pense que je le peux vu que voilà, mon point de vue est philosophique, vous partager pas une citation, mais en tout cas une idée de Montaigne qui, au sein de ses essais, eh bien, accorde une partie de sa réflexion à la vieillesse qu'il définit, enfin en tout cas qu'il caractérise comme une modification du rapport au corps et du rapport au temps. Modification du rapport au corps parce que finalement, quand voilà, on prend de l'âge, eh bien potentiellement le corps se fait de plus en plus bruyant parce qu'il fait mal, parce qu'il est fatigué et donc il s'appelle à notre conscience beaucoup plus finalement, beaucoup plus. Quand on ne sent pas son corps, finalement on peut l'oublier, mais quand il nous fait mal, quand il nous fait souffrir, il est toujours là d'une certaine façon. Mais ce qui nous intéresse, c'est la modification du rapport au temps. Parce que finalement, plus on avance dans l'âge, plus on sait pertinemment, même si on n'y pense pas forcément chaque jour, que le temps qui est à venir se réduit un petit peu comme peau de chagrin. En tout cas, c'est le cas objectivement. Est-ce qu'on pense subjectivement? Ça, c'est propre à chacun. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai mis comme illustration les montres molles de Dali, qui a aussi comme autre titre la persistance de la mémoire. Je trouve très intéressant parce que du coup, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça et par rapport au temps. Donc finalement, quel a été ce temps accordé à nos aînés? Comment ça s'est passé? Et si je voulais finalement vous mentionner ça, c'est que finalement, la situation de nos aînés a été beaucoup celle de l'isolement, peut-être un peu plus qu'ailleurs parce que étant considérés comme des personnes vulnérables. Et finalement, c'est une donnée un peu classique, hein, l'isolement des personnes âgées. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est quelque chose qui existe déjà. D'accord. Et qui pose beaucoup de questions éthiques pour voilà, faire en sorte qu'ils aillent bien, mais là qui s'est densifié et avec des dilemmes éthiques très forts qui ont pu naître et qui sont encore présents aujourd'hui. Est-ce qu'il faut favoriser la sécurité des personnes âgées, par exemple en EHPAD, ou plutôt favoriser le lien social? Dans le cadre de la restriction des visites. Ça, on a été beaucoup sollicité à l'espace éthique sur des situations parfois voilà, qui posaient beaucoup de questions éthiques. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire dans ce rapport au temps? Est-ce qu'il faut isoler, isoler, isoler et rendre le temps parfois trop long? Ou est-ce qu'il faut voilà, penser les choses différemment? Et pour la question de la fin de vie,
c'est une question encore plus spécifique parce que là, il n'y a pas de retour en arrière, hein. Si les fins de vie ne sont pas autorisées à être accompagnées comme il se doit, c'est un irréversible total. Et donc, du coup, moi, je pense à après aussi, hein, pour les familles, pour les soignants, il y a tout un questionnement par rapport à ça. Donc, on pourra en parler ensemble si vous le voulez. Mais là, pour le temps, je vais conclure parce qu'il faut qu'on puisse avoir du temps de discuter ensemble. Alors, pour conclure, d'une façon très facile, en fait, j'ai choisi la facilité, mais c'est plus pour vous inciter à la lecture. Le numéro de Philosophie Magazine, j'aime bien cette revue, de janvier 2021, s'appelle comme ça. 2021, comment agir dans l'incertitude? Réponse, on improvise. On improvise. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas encore lu. Mais du coup, je vais aller lire, et parce que ça me semble intéressant. Et du coup, alors c'est toute la question de savoir finalement comment on gère cette incertitude, comment on l'accueille. Alors déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en se rappelant, en tout cas en pensant au fait que l'incertitude, c'est une donnée de nos existences. Alors effectivement, elle est beaucoup plus exacerbée en temps de crise sanitaire. Je ne peux pas vous dire le contraire parce que la vie n'est quand même pas la même, de toute évidence. Mais finalement, le temps avance. Le temps avance et ça peut nous permettre de nous faire travailler un peu ce rapport de commencement, de recommencement aux nos vies. D'accord? Et quand je dis commencement, recommencement, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais c'est quelque chose qui nous met dans un rapport au temps particulier. Vu qu'on ne sait pas ce qu'on pourra ou ne pourra pas faire demain, eh bien, effectivement, il faut prendre le temps présent comme il arrive, d'une certaine manière. Pas le choix, mais en tout cas, on peut l'admettre avec cette idée quand même, et ça c'est Jean Kelevitch qui nous le dit dans son œuvre, que finalement, il faut avoir du courage hein, pour commencer et recommencer, en tout cas pour s'inscrire dans le temps que l'on ne maîtrise pas. Donc, de toute évidence, une des conclusions, c'est que oui, cette période actuelle nous demande du courage pour commencer, recommencer et improviser, c'est-à-dire ne pas prévoir, ne pas maîtriser, parce que nous sommes dans une société où c'est pas simple de ne pas prévoir, de ne pas anticiper. Et plus encore, et je vous ai dit que je réévoquerai cette notion-là en conclusion, finalement, cette incertitude et cette improvisation nous rappellent notre responsabilité. Alors, notre responsabilité individuelle que, eh bien, de prendre conscience qu'on a un rôle à jouer aussi dans cette crise sanitaire, bien évidemment, et on n'a de cesse que de nous le rappeler, mais aussi les responsabilités collectives qui, quand même, devraient pouvoir tenir compte des expériences du passé pour se diriger vers un avenir un petit peu plus serein. D'accord? Bon voilà, ce qu'on a vécu par rapport à la crise, les différentes situations qu'on a pu vivre avec le manque de masques, voilà, le rapport à la vaccination. Comment peut-on faire en sorte de se servir de l'expérience d'avant pour assurer un après qui soit le plus serein possible? Et c'est aussi une question de responsabilité finalement face à quelque chose qui de toute évidence est incertain, mais qu'on peut quand même, accueillir, dans toute son incertitude. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'arrête mon partage d'écran tout de suite. Donc, merci Élodie. Donc voilà, comme prévu, on va passer la parole à Vincent, qui va nous faire une petite synthèse de ce qui a pu être évoqué pendant cette conférence. Alors, très sincèrement, il y a deux idées qui ont été émises, qui sont un peu du même registre. Ce que l'on pourra faire ensuite, éventuellement, puisque je me suis aperçu en tout temps que c'était possible, c'est que ceux qui le souhaitent peuvent lever la main et je peux leur donner un temps de parole, hein, et donc ce qui me permet de contrôler le discours et qui évite qu'on ait une forme de cacophonie qu'on a parfois dans les réunions Zoom qui est assez effrayant. Et donc si après qu'on ait évoqué ces deux questions-là, certains souhaitaient poser des questions directement à Élodie, on pourrait aussi passer par l'option de la main levée, hein, et donc je vous donnerai la parole. Donc là, je vais laisser la parole à Vincent. Alors, en écoutant Élodie, j'avais déjà noté des mots-clés, me disant si j'avais à les mettre dans le moteur de recherche. Naturellement, le mot temps a été cité de nombreuses fois. Il y a eu essentiel, inessentiel, le temps opportun ou le moment opportun, la nostalgie, l'incertitude, la complexité, l'isolement. Et puis, si je regarde un petit peu les questions, les réflexions qui sont déjà venues sur le chat, il y a une première qui est liée à l'incertitude et qui pose finalement la question, la pandémie, c'est vrai, nous met dans une grande incertitude, mais il apparaîtrait quand même que cette incertitude venue de la pandémie, finalement, s'inscrit dans une incertitude beaucoup plus grande de la vie des hommes et femmes du XXIe siècle, puisque
depuis finalement l'an 2000, on voit qu'on est dans un monde qui change beaucoup et il devient très difficile finalement d'imaginer, on reprend une expression surgit ces dernières semaines, du monde d'après. Donc, que dire un peu sur cette incertitude liée à la crise, rentrant dans une crise peut-être beaucoup plus importante et qui évoquerait finalement un changement de paradigme peut-être. Ouais. Merci beaucoup pour cette synthèse, merci beaucoup pour votre message. Donc, c'est Claude Soubéran, je crois, si je pense que vous faites référence à ça. Donc, effectivement, alors, c'est très intéressant parce qu'il y a peut-être deux éléments, enfin deux axes de réponse par rapport à ça. Le premier, c'est que finalement, l'incertitude que l'on vit aujourd'hui, elle est aiguë d'une certaine manière, enfin en tout cas telle qu'on la pense, elle est aiguë parce que finalement on est vraiment bousculé dans nos vies individuelles, toutes et tous finalement. Chacun de nous finalement le perçoit, on ne peut pas ignorer ce qui se passe, c'est pas possible. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui vient nous saisir individuellement, tant finalement ce que l'on a l'habitude de faire, travailler, voir des amis, des choses aussi simples que ça, eh bien d'emblée nous sont interdites, nous sont refusées, sont repoussées. Et donc finalement, il y a une incertitude qui est vécue de façon aiguë et du coup qui est quand même particulière à la crise sanitaire et qui est un peu inédite dans l'histoire, je pense, en tout cas telle qu'on a pu la vivre à notre échelle. De nos âges et de nos générations. Donc, il y a quand même une particularité. Néanmoins, et c'est ce que je vous rejoins un petit peu dans votre remarque, et ça fait écho un petit peu à ce que je disais de la complexité, nous sommes effectivement dans un monde qui va vite en termes de changement, en termes d'innovation, en termes de développement, notamment dans ce que l'on peut faire, dans le champ des possibles. Et ce, parce que, il y a la technologie qui se développe, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant qui se développent, et ce, dans une temporalité extrêmement rapide. On voit d'une génération à une autre, c'est quand même fou de voir que voilà ce qu'on peut faire, ça passe du tout au tout quasiment. Et donc finalement, ça, d'un côté, ça peut faciliter certaines activités qu'on pouvait avoir, et de l'autre, ça engage des nouveaux enjeux qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc c'est peut-être cette idée de complexité que mettait en avant Edgar Morin en disant nous sommes dans un monde complexe. Et ça, il faut peut-être commencer par l'accueillir, par l'admettre, parce que justement, de toute évidence, ce monde complexe rime avec incertitude. Et c'est un petit peu la place, ou en tout cas le rôle de la réflexion éthique, de se placer dans ça, de se placer finalement en disant que oui, il y a des conséquences qu'on ne maîtrise pas, il y a une incertitude qui est inhérente à ce monde qui se développe, mais on peut faire avec, on peut avancer avec pour essayer de l'accueillir un peu. Voilà. Restons toujours sur l'incertitude. Est-ce que cette situation d'incertitude, nous demande Marie, est-ce qu'elle peut expliquer les risques que prennent certains ? Je sais pas. Alors ça, c'est une question qui est intéressante aussi parce que ça met en avant quelque chose d'autre. C'est qu'on n'a pas toutes et tous le même rapport à l'incertitude. On n'a pas toutes et tous le même rapport à ce qui nous est imposé ou pas. Il y a quand même, même si on est réduit dans notre liberté finalement de pouvoir faire telle ou telle chose, on n'est pas réduit dans notre liberté de penser telle ou telle chose. Et finalement, on voit bien même dans nos expériences personnelles, dans les cercles d'amis, familiaux, etc., on voit très bien qu'on n'a pas forcément le même positionnement et que finalement, vu qu'on ne sait pas, vu qu'on ne maîtrise pas, vu que de toute façon, on voit que ce qu'on pensait impensable devient faisable. Voilà. Ce qu'on pensait qui allait durer un mois, va durer un an, voire 2, voire 3, on ne sait pas. Du coup, il y en a qui, finalement, certaines personnes se dirigent comme elles l'entendent. Donc, vu qu'on ne sait pas, peut-être qu'on choisit certaines voies, peut-être qu'on essaye de tenter par là ou par là. Donc, finalement, il y a ça, je pense, il y a une variabilité individuelle de la façon dont on aborde les choses, mais il y a aussi finalement, quand même, ça caractérise notre société, notamment en France, une méfiance par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport au discours notamment politique, scientifique qu'on peut avoir, une méfiance qui fait que parfois, on décide de le faire comme on l'entend, soit, même si on n'a pas les compétences pour savoir ce qu'est le virus, le vaccin, la contamination, mais on estime que, on est maître de sa vie et donc on prend des risques ou pas d'ailleurs, parce que pour ceux qui prennent les risques, ce n'est pas forcément des risques. Donc il y a à la fois une variabilité individuelle et une méfiance quand même qui caractérise notre société française. Mais restons toujours sur l'incertitude et dans un rapport au temps, parce que Pierre nous dit, d'accord, l'incertitude, elle a toujours existé, mais est-ce qu'on n'assiste pas à une accélération, une amplification de cette dernière incertitude, qu'elle soit démocratique avec la montée des populistes, l'incertitude au plan de l'international, et on a vu qu'hier, on a eu un temps un peu hors temps, ce qui se passait aux États-Unis,
avec la survie de la planète. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une accélération, dans un phénomène un peu nouveau? Bah, c'est vrai que c'est intéressant et ça, j'ai presque envie de le mettre en lien avec la notion d'urgence. On a l'impression qu'on est, et c'est un peu le cas, dans un état d'urgence permanent. Un état d'urgence, alors sans forcément être dans le mot politique état d'urgence, même si nous sommes dans l'état d'urgence depuis plusieurs années pour différentes raisons. Et finalement, nous sommes dans un état d'urgence par rapport à la sécurité intérieure depuis plusieurs années. Nous sommes aujourd'hui dans un état d'urgence sanitaire. Nous sommes dans un état d'urgence pour l'environnement, clairement. Nous sommes aussi dans un état d'urgence pour l'ambiance, j'ai envie de dire, mondiale, dans les différents endroits du globe. Donc finalement, alors c'est encore corrélé en fait l'incertitude au temps, mais on est finalement dans des états d'urgence qui sont censés être provisoires, mais qui durent, 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 durent. Alors que, basiquement, l'état d'urgence n'est pas fait pour durer. Donc, est-ce que c'est un signe que finalement, notre rapport au monde change? Est-ce que c'est un signe que finalement, nous allons vivre dans des crises de plus en plus aiguës à chaque fois et qu'il va falloir s'adapter? Est-ce que finalement, c'est un signe qu'il faut s'adapter à ce type d'incertitude? Je réponds en posant beaucoup de questions, mais en tout cas, je trouve que ça fait écho vraiment à ça parce que vous avez raison. Il y a vraiment beaucoup de situations qui nous interrogent dans cette notion d'urgence, de provisoire, hein. C'est un provisoire qui dure, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, l'un d'entre nous évoque, mais est-ce que la nouveauté, c'est pas que cette incertitude est ressentie par tout le monde au même moment, puisqu'on est tous pris, et là, pas seulement en France, mais dans le monde entier, par cette même incertitude liée à la pandémie du Covid-19? Ah ben, je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il y a la particularité de ce qu'on est en train de vivre parce que ça a la caractéristique de nous concerner tout un chacun. Comme je vous le disais, on peut ignorer que la planète va mal. On peut ignorer que la technologie s'accélère. On peut ignorer qu'il y a un climat d'insécurité. Par contre, là, on a un peu pu moins l'ignorer parce que finalement, on a été contraint dans notre liberté d'aller et venir, dans notre liberté de travailler, dans notre liberté d'aller voir notre grand-père à l'EHPAD, etc. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Et si on l'ignorait, on risquait de prendre une amende ou de contaminer ses proches, etc. Donc effectivement, je vous rejoins complètement. C'est-à-dire que là, on est tous partis de la solution, je ne sais pas, mais en tout cas du problème et de la solution peut-être. Alors, on va changer de mot, on va prendre le mot avenir. Et j'ai l'impression qu'on a deux paires de lunettes quand je regarde. Il y en a quelqu'un qui nous dit, mais cette incertitude n'est pas liée à ce que l'avenir est pour l'instant bouché. Et puis, l'un d'entre nous, au contraire, il parle de l'élan qui s'est mobilisé du fait de la prise de conscience et à la limite où on sent qu'il y a de l'espérance qu'on va pouvoir créer le monde nouveau. Alors, voilà, cet élan vers l'avenir, comment l'habiter dans cette incertitude du présent? C'est une belle question. C'est une très belle question que j'aime beaucoup. Alors, je vous rejoins une fois encore. Il y a vraiment, enfin, je vous rejoins, j'identifie la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu autour de soi, quand on essaye de saisir la façon dont finalement cette crise sanitaire est vécue, on perçoit différentes dynamiques, avec cette idée que il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété qui est liée à ce monde d'après, dont on ne sait pas à quoi il ressemblera, qui semble bouché, qui semble stagner. Voilà, on espère que ça va redémarrer, mais on décale à chaque fois l'échéance. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une anxiété quand même généralisée. Je pense qu'on le perçoit beaucoup plus avec la seconde vague. Néanmoins, effectivement, il y a cette idée de dire que c'est peut-être un événement qui est arrivé. Un événement, c'est quelque chose qui arrive et qui vient rompre finalement un fil du temps. Et donc, il y a une rupture qui s'est opérée. La rupture, c'est aussi une notion intéressante. Il y a une rupture qui s'est opérée et finalement qui peut, pourquoi pas, nous permettre d'être dans un rapport de recommencement. Alors, ça, je pèse un petit peu mes mots parce que les situations sont bien évidemment pas les mêmes d'un individu à un autre. Mais effectivement, il y a eu toute cette réflexion lors de la première vague sur les vagues de solidarité, l'entraide, une société qui s'est réorganisée. Mais on sent quand même que c'est un peu moins présent, je trouve, avec cette crise qui dure. Je trouve que c'était beaucoup plus mis en avant dans cette première vague parce que peut-être on espérait que ça allait durer que 3 mois. Maintenant, on voit que ça dure et j'ai l'impression que l'anxiété prend un petit peu le pas. Mais peut-être que justement, il faut qu'on puisse se rappeler que ça reste une occasion, ça reste un kairos. Peut-être que de repenser notre rapport au monde, notre rapport au quotidien, en disant que de toute façon, cette incertitude aiguë, ça va être une modalité de notre quotidien pendant encore longtemps, si ce n'est peut-être pour toujours, peut-être.
Mais alors, au cœur de cette incertitude, comment expliquer une méfiance grandissante dont peut-être une des traductions apparaît à travers tout ce qui serait les théories du complot qui finalement semblent rejoindre beaucoup de personnes? C'est vrai. C'est vrai, mais alors, c'est très intéressant, ça, c'est encore une autre dimension. Alors, je vous invite, hein, si vous êtes intéressé par cette réflexion autour du complotisme, à aller regarder un petit peu du côté du sociologue Gérald Bronner, c'est son sujet de recherche, donc c'est très intéressant, et du coup, il parle beaucoup en ce moment. Mais alors, est-ce que finalement, les différentes façons de réagir à ce que nous vivons, c'est pas une façon de réagir à l'incertitude? Face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui n'est plus entre nos mains, est-ce qu'on n'a pas besoin de trouver des raisons? Alors, je ne me positionne pas contre ou pour le complot, c'est pas du tout mon rôle ici ce soir. Mais en tout cas, je pense qu'on a besoin d'avoir des réponses. C'est notre nature, enfin en tout cas pour beaucoup. On a besoin de mettre des mots sur des choses qu'on ne maîtrise pas, sur des choses qui nous échappent. Et finalement, peut-être la voie du complotisme en est une réponse qu'on peut apporter. Et la voie de la solidarité peut en être une autre. L'anxiété est aussi une autre façon de traduire ce qu'on ne maîtrise pas. C'est pas facile d'être dans un monde qu'on ne maîtrise pas, surtout quand il aspire à la maîtrise, au contrôle et à la performance quotidienne. Donc le complotisme peut être finalement une voie de réponse par rapport à ça. Alors, il y a un merci en tout cas de réhabiliter l'incertitude comme consubstantielle de notre humanité dans un monde dont l'hubris voudrait effacer. Alors, dans cette complexité, dans cette incertitude, j'ai envie de dire, on voudrait maîtriser le temps. Or, on voit bien que nos politiques, nos économistes et nous-mêmes dans notre vie quotidienne, nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de pouvoir nous projeter à, je dirais même, ne serait-ce qu'à 15 jours, puisque le plan d'aujourd'hui, dans 15 jours, même dans 3 jours, il va devoir être complètement remis en cause. Absolument. Comment pouvoir vivre, je veux dire, au quotidien, maintenant, là on est au mois de février, cette non-maîtrise du temps, qu'est-ce qui peut nous, j'allais dire, nous donner de l'espérance ou voire même un mode de conduite? Alors déjà, effectivement, comme vous le disiez, la temporalité, elle est très courte. Ce qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être plus forcément dans 15 jours. Et la capacité à se projeter est vraiment réduite et c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, je ne sais pas si vous questionnez dans votre rapport au temps, mais on a tendance à beaucoup se projeter dans notre vie de tous les jours, quotidiennement. On est beaucoup sur l'avenir plutôt que sur le présent. Globalement, c'est quelque chose d'assez partagé. Après, je ne généralise pas, mais en tout cas, c'est assez vrai. Donc du coup, c'est dur. C'est dur et ça explique pourquoi c'est compliqué à vivre. Comment peut-on habiter un temps incertain? Eh ben, c'est une question proprement philosophique. J'ai envie de dire, une fois encore, peut-être en cheminant dans ce processus finalement d'accueil, d'acceptation de cette incertitude, en la travaillant en tout cas. Alors ça fait germer quelque chose dans notre rapport au monde, ça fait germer quelque chose dans l'idée de l'essentiel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je l'ai évoqué un petit peu dans mon topo. On a beau nous dire ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, ça c'est un regard extérieur et bien évidemment la réponse repose en nous-mêmes et dans notre vision des choses. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de se focaliser sur l'essentiel, si tant est qu'on puisse y avoir accès. Je sais bien que avec la restriction des visites de nos proches, ce qui nous semble essentiel ne nous est même pas permis et c'est ce qui est très dur à vivre et c'est pour ça que éthiquement parlant, il y a beaucoup de questionnements. Donc, j'ai envie de dire, essayer de jouir de l'essentiel si tant est qu'on puisse y avoir accès et être dans cette posture d'espoir qu'on pourra jouir de nouveau de cet essentiel bientôt. En tout cas, il ne faut pas perdre espoir, il faut être dans un optimisme et attendre. Malheureusement, c'est la posture qu'on doit avoir aujourd'hui. Alors, l'un d'entre nous évoque les stoïciens. Pourquoi ne pas essayer encore de distinguer ce sur quoi nous pouvons quelque chose et ce sur quoi nous ne pouvons rien? Absolument. Effectivement, c'est cette distinction du manuel d'Épictète, notamment entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, qui est très intéressante, que personnellement j'aime bien mobiliser en philosophie, mais aussi dans cette question du soin, cette question du rapport à la vie. Effectivement, il y a peut-être un élément de réponse dans ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous, de nos choix, nos façons d'être avec les autres, nos comportements,
je m'éloigne des stoïciens, hein, c'est juste dans l'interprétation. Et peut-être aussi cheminer dans cette acceptation, alors de l'incertitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans le fait que on a beau vouloir, on a beau choisir, on a beau se déterminer, voilà, aller dans telle ou telle direction, il y a des choses qui dépassent notre seule volonté, notre seule causalité. Donc effectivement, peut-être que la philosophie grecque qui nous rappelle ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, peut-être effectivement une clé pour essayer au moins de réfléchir à cette période. Je ne vous promets pas des réponses à tout, mais en tout cas, au moins de porter une réflexion. Et déjà porter une réflexion, prendre un petit peu de recul, ça peut être déjà pas mal. Merci Elodie. Pour l'instant, je n'ai plus de remarques à vous proposer. C'est super bien, toutes les questions très intéressantes. Merci pour vos questions, remarques, elles sont pertinentes et elles nous font beaucoup réfléchir, je pense. Bien, ça te semble bien parce que voilà, on est pratiquement au bout du temps qu'on s'était assigné. On voulait faire des webconférences qui ne soient pas trop longues. Alors, je vois que si on a encore un petit peu de temps, je vois qu'il y a 2 spectateurs qui ont levé la main. Madame ou monsieur. Donc, je vais lui permettre de parler, Madame Montandon, et puis ensuite, on passera la parole à Marie-Claude Barraud. Mais s'il vous plaît, posez vos questions de manière très courte, et puis Élodie vous répondra. Donc, je vous permets de parler à monsieur ou Madame Montandon, parce que j'ai juste MC comme prénom. Je vous permets de parler. Mais il faut que vous ouvriez votre micro. En bas à gauche, le micro, pour l'ouvrir. Mais il faut activer le son. Ils ont la main sur leur micro, les participants? Normalement, oui. Normalement, oui. Parce que des fois, c'est vrai qu'on pense que oui. Bon, je vais passer la parole à Madame Marie-Claude Barraud pendant ce temps-là. Oui, bonjour. Effectivement, le temps pour nous, en tant que soignante, est vraiment important. Et on s'est posé la question, on a l'intention de faire un film, effectivement, sur la question du temps. On l'a commencé un petit peu avant le confinement. Et maintenant, ma question par rapport au temps et à ce que vous nous expliquez sur l'incertitude, c'est comment, à travers cette incertitude, on peut aller vers nos responsabilités, parce que je pense que c'est important aussi d'aller vers une sorte de résilience et de construire quelque chose qui sera nouveau et qui permettra peut-être à chacun de se retrouver dans nos valeurs profondes et ce qui nous tient à cœur. Voilà. Oui, mais c'est vrai que ça rejoint beaucoup de questionnements qu'on a pu avoir ensemble, des questions auxquelles j'ai essayé de répondre, mais peut-être pour compléter un peu ce que j'ai déjà pu dire, c'est vrai que vous avez évoqué que vous étiez dans le soin. Je pense que c'est aussi très intéressant d'évoquer cette place de l'incertitude dans le soin, hein, qui pour moi est quand même très présente, mais c'est quelque chose que je vois vraiment d'un œil positif, précisément parce que qui dit incertitude dit nécessité de faire avec la personne qu'on a en face de nous, dans son extrême singularité, parce qu'on ne maîtrise pas qui elle est, on ne maîtrise pas la relation qu'on a avec elle. Et donc, du coup, je pense que finalement, faire de l'incertitude une alliée, hein, dans la prise en soin, dans la prise en charge d'un patient, je pense, mais arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ça, peut permettre de cheminer justement vers ces valeurs que vous évoquiez, qui sont peut-être des valeurs professionnelles, des valeurs soignantes, mais aussi possiblement les valeurs du patient en question, pour évoquer cette notion d'incertitude dans le soin, je pense. Et après, effectivement, ce rapport de recommencement qui est peut-être rendu possible par la période très particulière que nous vivons, eh bien peut-être qu'il peut aussi se déployer dans l'univers très particulier du soin, je pense. Mais je vous rejoins tout à fait dans le fait qu'il y a une place pour une réflexion sur la responsabilité, tant individuelle que collective, parce qu'on est vraiment mobilisé dans ça. Et justement parce qu'on ne maîtrise pas, eh bien peut-être qu'il faut réfléchir peut-être un peu plus fortement au rôle qu'on a à y jouer, au rôle que l'individu a à jouer dans le collectif. Ça, j'en suis convaincue dès le départ, et je pense que c'est un axe de réflexion intéressant. Voilà. Bien.
Écoutez, merci encore, Élodie. Hein. Merci à tous les participants à cette conférence. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots sur contact@aprétout.fr sur ce que vous avez pu en penser. Il y a un tout petit questionnaire à la sortie, mais merci d'y répondre. Mais voilà, on aimerait pouvoir reconduire ces moments de réflexion pendant cette pandémie, pendant ce temps où ça peut être aussi une opportunité pour, au fond, se parler de manière un petit peu différente et pas forcément présentielle. Mais en tout cas, essayons de saisir ces opportunités pour faire quelque chose qui ne nous serait pas donné à d'autres moments. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre des petits mots sur les sujets qui pourraient vous intéresser. On souhaiterait pouvoir faire des conférences de cette nature, voilà, une assez bonne fréquence d'ici fin juin. Bonne soirée à vous tous. Merci pour cette conférence extrêmement intéressante sur cette vaste question qui nous interpelle et où voilà, l'incertitude est quelque chose avec laquelle il faut vivre. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, je pense. Oui. Bonne soirée à tous et merci beaucoup.